Non, non, mais c'est très intéressant et d'autant plus parce que cette question des tests sur les animaux, enfin, elle pose en effet une question de comment faire en sorte que ce soit des tests efficients, même s'il y a un débat entre vous, entre savoir si vraiment ce sont les tests qui vont permettre d'avoir une voie de sortie, mais ça pose aussi la question de la souffrance animale, puisque c'est des animaux qui, on le sait bien, les souris sont des mammifères, donc qui ont également une souffrance, bien évidemment. Donc, souffrance animale, maladie professionnelle, destruction de l'environnement, destruction de la biodiversité, une communauté scientifique qui, depuis plusieurs années, travaille et démontre la toxicité de ces produits. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est, même si on a des éléments de réponse, pourquoi cet aveuglement volontaire de la part des grandes entreprises, on a cité d'ailleurs Monsanto dans le film, et pourquoi alors que on est en train d'aller vers un droit dans le mur, on continue à être dans ce système. D'ailleurs, Monsanto, on comprend, parce qu'il y a des intérêts financiers monstrueux en jeu, on parle de milliards d'euros. Ce qu'on comprend beaucoup moins, c'est pourquoi les autorités sanitaires, en particulier françaises, l'ANSES, a couvert ça depuis des dizaines d'années sous d'autres noms, parce qu'à l'époque l'ANSES n'existait pas, mais pourquoi tout ce système s'est mis en place avec l'aval des autorités sanitaires. Le vrai moteur qui fera que ça va s'effondrer, c'est l'effondrement de la biodiversité. Parce que les conséquences de l'effondrement de la biodiversité, malheureusement, sont déjà là, et ça va forcer le système à exploser. Mais le pourquoi, ça fait... Nous, on a vécu ça de l'intérieur à travers le problème des SDHI. Les SDHI, c'est une catégorie de pesticides qui sont soit vendus comme fongicides, soit comme nématicides, soit... En fait, c'est pas du tout spécifique de rien du tout. Et simplement, c'est des poisons violents qu'on met dans la nature. Il n'y a aucune discussion sur leur modalité d'action. Il n'y a en fait aucune discussion sur le fait que c'est catastrophique de répandre des SDHI dans la nature. Il y a plein d'interactions avec plein d'autres pesticides du fait du mode d'action de ces molécules. Et ce que nous, on a vu, c'est la façon dont les autorités sanitaires françaises réagissent quand on leur apporte cette information, qui était connue quand même depuis les années 60 en Californie. Et quand elles sont face à cette information, en fait, il y a une espèce de déni de réalité qui est, mais on ne sait pas, c'est pas vrai. Voilà, alors moi je ne sais pas interpréter pourquoi ces gens qui sont supposés être des scientifiques répondent comme ça, c'est insupportable évidemment. Et je dois dire que depuis 2018, on n'a pas avancé. On n'est même pas capable d'obtenir de l'ANSES ces jours-ci le résultat de leurs analyses, leur expertise. On est au stade zéro au bout de 5 ans. C'est désespérant, quoi. Et c'est vrai, si on me demandait pourquoi il y a ça, je serais incapable de dire. Nous, là, on vient de faire une demande d'accès à des documents sur une molécule active à l'EFSA, et l'EFSA nous a répondu on ne peut pas vous la donner parce que on nous a menacé de représailles juridiques, le fabricant nous a menacé. Et bon, ce qui était très nouveau pour nous, c'est pourquoi ils nous donnent cette information. C'est surtout ça qu'on s'est posé comme question, parce que qui subit des pressions, qui a des menaces, ok, mais qu'ils viennent, l'EFSA, nous dire ben voilà ce qui nous arrive. Ça, on s'est dit qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse avec cette information. Voilà, je vous la donne. Maintenant, on ne sait pas encore nous-mêmes qu'est-ce qu'on va en faire, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est public qu'il y a des pressions sur ces institutions-là. Ouais, ça peut paraître nouveau, mais en fait, on les connaît, ces pressions. Par rapport à l'ANSES en France, je parle de l'ANSES en France parce qu'ils sont là, ils sont à Paris quasiment. Donc, s'il y a des gens qu'on doit tenir comme responsables de la situation, c'est largement cette administration qui est supposée nous défendre. L'industrie, bon, on connaît les mécanismes par lesquels ils procèdent, on sait bien, plus on a de fric, mieux c'est, donc on ferme les yeux sur tout le reste, mais moi j'en veux essentiellement aux autorités
Je vous propose peut-être qu'on passe à des questions du public pour avoir un temps d'échange autour de ce film. J'imagine que vous avez... Auprès des consommateurs de ces produits. Parce qu'en fait, demander à ce qu'on ait des tests plus pertinents, d'accord, mais est-ce que ça a un impact sur les consommateurs, sur les agriculteurs? On leur dit, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, c'est pas... est-ce que ça peut conditionner le fait qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas? Est-ce que vous avez pu mesurer ça? Le mesurer, je ne pourrais pas répondre que oui. En tout cas, on se rend compte qu'en milieu rural, on fait des salles beaucoup plus pleines que ce soit ici à Paris et de manière générale quand on projette en ville. On n'utilise pas ici tellement. Mais il y a quand même un intérêt. Il y a quand même un intérêt pour la question, mais bon, c'est aussi une réalité qu'en général, les agriculteurs qui viennent, c'est des agriculteurs nature et progrès, c'est des agriculteurs bio. Donc bon, voilà, je pense que pour pouvoir vivre avec une santé mentale qui se porte bien, il vaut mieux pas trop savoir, je pense aussi, parce que sinon c'est vraiment difficile. Je suis assez d'accord. En fait, on participe à des réunions annuelles pour des associations. Et il y a une association pour laquelle de malades, donc ils deviennent aveugles. En fait, ils ont les mitochondries qui dysfonctionnent et deviennent aveugles. Et donc on participe tous les ans, on fait des petits exposés et on échange avec les patients. Et on a donc, il y a 4 ans, exposé le problème donc, des fongicides, SDHI, de ce qui est dit fongicides, les SDHI, qui sont utilisés très largement dans l'agriculture et qui provoquent un dysfonctionnement de la gestion de l'oxygène dans la cellule, une baisse de l'ATP, l'énergie de la cellule, et des superoxydes, donc des radicaux libres qui vont attaquer la cellule. Et donc dans cette maladie où il y a déjà un stress oxydant, c'est très important de ne pas être en contact avec ce type de molécules. Et donc on a exposé le danger des SDHI à cette association. Et dans la salle, il y avait un agriculteur qui était furieux, le papa d'un malade, qui au début était furieux de ce qu'on disait, parce qu'il utilisait très régulièrement ces produits. Il était dans le conseil national de la FNSEA, quand même. En plus. Ouais. Et donc, après, il est venu voir en particulier pour discuter avec nous, mais il était assez remonté. Et on lui a parlé en particulier des rendements. En fait, pour les SDHI, donc ces fongicides, en fait, il n'y a aucune donnée qui montre qu'il y a un bénéfice sur les rendements. Il y a au mieux 10%, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'études statistiques qui montrent, avec un écart type, une moyenne, qu'il y a quelque chose de significatif. Donc déjà, ça pose problème. Ça, on n'a jamais entendu parler de rendement, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc, la réunion s'est finie, on a discuté de façon assez vive. Et puis voilà. Et l'année d'après, en fait, c'est agriculteur, papa d'un enfant qui est devenu aveugle, est venu. On n'avait pas mis un seul pied dans la salle, qu'il était déjà là pour nous accueillir. Il s'était renseigné, avait sorti toutes les fiches de toxicité, etc. Et à lui, à qui on avait toujours dit qu'il n'y avait aucun problème, que c'était sans danger, etc., finalement est venu nous remercier d'avoir parlé de ça. Et donc, bon, ça illustre bien le fait qu'il faut parler, discuter, informer les gens. Et il ne faut jamais lâcher le morceau et répéter tout le temps à tout le monde. Et peut-être pour aller répondre aussi à cette question, on a entamé là, un tour de France avec Secret Toxique, avec l'ambition de faire 100 étapes en France pour aller partout, pour couvrir tout le territoire et surtout pour couvrir les territoires où on n'est pas présent. Parce qu'on le voit, c'est vraiment emblématique, hein, Secret Toxique a des associations relais, puisqu'on est une coalition d'associations, dans les territoires où déjà il y a beaucoup de bio, où il y a pas mal d'alternatives, une prise de conscience, dans les territoires un peu militants. Et donc là, le pari, c'est d'aller partout, au moins proposer à tout le monde de voir ce film.
Et là, on cherche des associations relais qui co-organisent l'événement. Donc une étape du Tour de France, c'est plusieurs projections, des événements festifs et au moins un colloque avec des acteurs un peu de pointe sur ces questions-là. Voilà. Et l'idée aussi qu'on a maintenant, mais on a bien du mal à percer, c'est d'aller dans des écoles d'agronomie, dans des lycées, de parler de ça aux jeunes. Peut-être pour être plus précise, Secret Toxique, c'est une association qui a dans sa charte de rester dans la légalité. Mais en revanche, les militants qui font partie de Secret Toxique, comme moi-même par exemple, moi je suis faucheuse volontaire, donc on peut avoir à côté des activités de désobéissance civile, et à mon avis les deux vont très bien ensemble. En fait on essaye un peu tout ce qu'on a, on essaye tout ce qu'on peut pour essayer de faire changer les choses. Et c'est vrai qu'il y a cette notion d'urgence que j'ai sentie tout à l'heure chez toi aussi, là, on fait des actions, et c'est ce que tu disais, Barbara aussi. En fait, on se fait bloquer administrativement, et c'est long, et ça n'en finit pas. Et du coup, aussi pour nous, notre santé mentale, l'activisme nous permet de tenir aussi, et à se dire, à côté de ça, on fait des choses, peut-être, on essaye à notre biais, en tout cas. Et les faucheurs volontaires, on le voit dans le film, quand même avec une mini-action de désobéissance civile où ils sont allés peindre des bidons de glyphosate dans un supermarché. Ils ont quand même ils sont réussi à atteindre la Cour de justice de l'Union européenne et arriver à une semi-victoire. Donc c'est vrai que ça peut avoir vraiment de l'impact. Mais en tout cas, Secret Toxique ne fait pas de désobéissance directement. Et aussi, ça me fait penser, je voulais rebondir par rapport à ce qui avait été dit au début. Nous, on pense qu'en faisant changer le système d'homologation, on interdira les pesticides. C'est-à-dire que, intimement, bien sûr qu'on est anti-pesticides, mais la campagne, elle ne se veut pas anti-pesticides en soi. On dit seulement qu'il faut les tester. Mais notre sentiment, c'est que si on les testait, ils seraient tous, ou en tout cas une très grande majorité, interdits. Si on les testait, il faut ajouter qu'on ne peut pas les tester. Correctement. Je partage ce que tu dis, c'est-à-dire que si on appliquait vraiment ce qu'il fallait faire pour les tester, même actuellement, de toute façon, il faudrait retirer quasiment tous les pesticides. Mais il faut ajouter quand même une notion qui est super importante, parce qu'elle explique 50 ans d'histoire, que la toxicologie ne permet pas de répondre aux questions, et c'est vraiment important de le dire, parce qu'autrement, on a l'impression qu'en améliorant les tests, en délivrant ce message, on va améliorer la qualité d'utilisation des pesticides. En tout cas, oui, c'est un écueil auquel il faut être hyper vigilant, parce qu'effectivement, il pourrait, au bout d'un moment, face au mur, se dire, on modifie le système d'homologation pour faire en sorte que ça... Ils vont faire, parce qu'on sait déjà qu'il y a des modalités qui ont changé. L'ANSES a reculé déjà sur un certain nombre de problèmes, par exemple pour tester les SDHI, en disant que oui, on avait raison et qu'ils allaient modifier leurs tests. Ça ne changera rien, mais ils auront modifié. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même un début d'aveu. Nous, on sent que depuis le début de la campagne, où on avait un mur devant nous, maintenant, là d'ailleurs, dans quelques jours, Andy, qui a réalisé ce film et qui est le directeur de campagne, est invité à la Commission européenne pour exposer la position de Secret Toxique face aux lobbies et aux États membres. Donc c'est quand même un sacré événement, ça fait quand même des années qu'on attend ça, d'avoir ce type d'invitation. Et on se rend compte que de plus en plus, ça va dans notre sens. Mais de toute façon, nous, on ira jusqu'au bout, à savoir, on veut une évaluation qui soit représentative de la dangerosité de ces produits. Donc on ne pourra pas faire fi de ça. Et je voulais aussi dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les animaux sensibles de laboratoire, que ça c'est le principal argument qu'on a face à nous, mais nous on est profondément touchés vers les petites souris et on ne voudrait pas faire du mal à ces animaux de laboratoire et multiplier les tests sur les animaux de laboratoire, et donc pour cette raison on ne fait pas des bons tests. Ça, on l'a vraiment eu face à nous, dit par la commission, dit par les lobbies. Et nous, on répond systématiquement. Du coup, vous décidez de tester grandeur, nature. Voilà, c'est une bonne idée, peut-être.
C'est vrai, moi, de mon côté, je témoigne aussi. J'ai même vu des organisations de protection des animaux assez ambiguës qui ont été créées et qui ont tous les soutiens de l'industrie, qui évidemment est très contente de pouvoir aller dans la direction de faire moins en moins de tests et de passer aux tests in silico, c'est-à-dire des modélisations, etc. Donc il faut être aussi très très vigilant parce que c'est un discours évidemment super juste et important. En même temps, si on ne teste pas et on se fonde seulement sur les modélisations, on aura des très très gros problèmes. Donc il faut trouver un équilibre et peut-être, pourquoi pas, alors ça serait une bonne raison pour interdire immédiatement si on décide qu'on ne peut pas faire l'expérimentation. Non mais c'est ça, ne pas faire des tests grandeur nature, ne pas faire des tests sur des animaux, la voie logique ça serait l'interdiction. Donc c'est l'argument récurrent de l'agrochimie, en fait, ne pas utiliser d'animaux, donc passer à des modèles ordinateurs. Et c'est là que, attention, ça marche pas, les modèles ordinateurs, on ne sait pas faire, c'est pareil. On est tout à fait d'accord, il ne faut pas tester sur les animaux, mais on est aussi tout à fait d'accord que les modèles sur ordinateur ne marchent pas forcément. Cette discussion sur les tests est factice. Pour moi, elle est complètement factice. On a déjà l'évidence de la toxicité monstrueuse de ces produits et vous avez 100% raison. On constate déjà les choses et donc le reste, c'est du négationnisme le plus total de dire il va falloir tester sur tel animal, sur tel... On l'a déjà fait malheureusement. Et avec une violence... Il suffit d'un animal, de toute façon après il y a une chaîne alimentaire et il suffit de toucher un maillon pour que tout s'effondre. Mais malheureusement, la contamination généralisée dans l'environnement et par exemple l'effondrement des populations d'insectes, etc., ils sont contestés par certains acteurs. Dont l'ANSES. Pendant longtemps. Qui évoque la question. On niait les choses. Et je dirais quand même l'industrie en premier lieu, qui évoque toujours la même idée d'une multicausalité, qui c'est quand même. C'est une tentative de négationnisme, de dire oui c'est vrai, on assiste à un effondrement de la biodiversité, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment les pesticides, c'est aussi d'autres facteurs, etc. Quand on a la bétonisation, on a toutes les études scientifiques qui montrent que c'est vrai qu'il y a aussi d'autres facteurs, mais que les pesticides, l'agriculture intensive et dans les cadres de l'agriculture intensive, l'utilisation massive des pesticides sont évidemment la première raison. Mais malgré ça, on doit encore se battre pour faire passer cette idée de base. Donc ce n'est même pas acquis d'un point de vue disons, des différents porteurs d'intérêt, je dirais. De toute façon, on continue d'exporter des pesticides qui sont interdits chez nous, dans les pays du Sud. Donc là, on est en train aussi de faire une action, essayer de se battre pour éviter cette pratique immorale de continuer de vendre dans les pays du Sud du monde les pesticides qui sont interdits pour leur toxicité avérée et dangerosité en Europe. Donc on est encore là, mais on a beaucoup d'associations dans les pays du Sud qui se battent, qui essayent de faire quelque chose. Il y a beaucoup de coalitions aussi au niveau international. Et donc l'exemple du chlordécone n'a pas servi de leçon de ce côté-là. En rien, ça a montré, le chlordécone, ça a montré que les tests étaient nuls, parce que c'est les mêmes tests qui ont montré leur nullité. Le chlordécone, ça a montré, quant à les catastrophes, on n'en tire aucune conclusion prospective et qu'aucun principe de précaution ne suit. C'est une caricature du problème, quoi. Et pour répondre à cette question, on a quelques alliés, nous, tant au niveau de députés européens qu'au niveau associatif, mais quelques.
c'est-à-dire c'est pas très intense. Et donc là, on a voté à la dernière AG de recruter une personne qui serait chargée de mobilisation européenne et qui ne travaillerait que à renforcer les liens avec des associations, en fait à faire une dissémination de secrets toxiques dans notre pays européen, avec des gens qui, comme nous, essaieraient tant au niveau des élus de faire changer les choses que d'attaquer l'État membre en fait. C'est qu'il y a encore, je sais pas, 20 ans, les pesticides, ils étaient assez localisés. Maintenant, ça s'est répandu partout, et donc tous les milieux, y compris dans les villes très loin des champs, en fait, il y a autant de pesticides. Donc, c'est quoi le contrôle par rapport à la population générale? Il n'y a plus de vrai contrôle, et donc ça pose un vrai problème. Pour abonder dans le sens de Paul, donc moi je coordonnais la campagne glyphosate à Paris avant de travailler pour Secret Toxique, et on a fait plus de 6000 tests en France de dépistage urinaire pour voir les taux de glyphosate, les taux d'imprégnation des gens, et on s'est rendu compte que c'était à peu près similaire à Paris qu'en race campagne. Et que les taux à Paris, eux aussi, doublaient en période, doublaient ou en tout cas augmentaient en période d'épandage dans les campagnes. Donc vraiment c'est... Bon après là je parle vraiment de l'exposition qu'on a dans l'air, et je parle pas de l'agriculteur qui lui directement se prend une exposition qui est incomparable. Donc, voilà.